Bonsoir, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les directeurs, chers clients, chers collègues et chers amis, bonsoir et bienvenue pour cette troisième conférence de l'année, puisque nous avions eu le plaisir d'accueillir en début d'année M. Chalmin et ensuite M. Bedbez. Et donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Hervé Juvin, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation, alors que nous le savons très sollicité, puisque on parle beaucoup de crise, mais finalement, ce n'est pas la crise pour tout le monde. Et notamment pour les économistes et les sociologues, il y a beaucoup de sollicitations. Donc finalement, il y a toujours des opportunités, même en période difficile, n'est-ce pas? Et donc, au travers de cette conférence intitulée « La crise après la crise, subir ou agir », nous allons essayer, avec Hervé Juvin, de mieux comprendre le contexte dans lequel nous évoluons, mieux comprendre les évolutions de notre environnement. Hervé Juvin est connu pour ses analyses toujours pertinentes, prospectives, et ses propos parfois volontairement impertinents, mais je crois que c'est ça aussi qui fait avancer les choses, donc on l'apprécie aussi pour ça. Hervé Juvin est président de Eurogroup Institute, qui est un cabinet de veille stratégique. Il a écrit donc de nombreux ouvrages, parmi les ouvrages les plus récents, Le devoir de gestion, il y a quelques années, Produire le monde, qu'il a écrit en 2008, Le renversement du monde politique de la crise, écrit en 2010, ou encore L'Occident mondialisé, controverse sur la culture planétaire, qu'il a écrit en 2010 également. Il est aussi chroniqueur du mensuel d'expansion et de l'AGFI Hebdo. Alors, Hervé Juvin, la période que nous traversons nous conduit à nous poser beaucoup de questions. Je rencontrais ce matin un chef d'entreprise qui me disait, qui est marin par passion par ailleurs, et qui me disait finalement, dans la période qu'on a vécue depuis une quinzaine d'années, on avait parfois des écueils, il y avait parfois des vents de force 8, mais on voyait les éléments, donc on trouvait des solutions pour les contourner. La particularité de cette période que nous vivons, c'est qu'on a le sentiment d'être entré dans un brouillard ou dans une brume de mer. Alors évidemment, donc, on essaie de garder le cap, on pilote aux instruments comme on le peut, mais on ne sait pas très bien ce qui nous attend derrière cette brume de mer. Et donc, on se pose beaucoup de questions, au même titre que lui, sur ce qui nous attend derrière ce nuage et cette complexité que l'on pressent. Et donc, on aimerait avoir votre vision sur notre modèle économique, comment ce modèle est en train de changer, quelles sont les ruptures qui sont en train de s'opérer. Est-ce que demain, nous aurons toujours, ou quelles seront les conditions pour garder cette compétitivité? Quelles sont les réformes à engager? Et puis, globalement, quel sera notre modèle de société? Est-ce qu'il y a déjà un certain nombre de points qui peuvent déterminer ce modèle de société qui pourraient donc nous aider à mieux nous guider et mieux sortir de cette brume? Alors, vous indiquez dans un de vos derniers ouvrages, la crise n'est pas la fin, c'est le commencement d'autre chose. Donc nous sommes, comme vous, tous convaincus qu'au-delà de cette période un peu chahutée, il y a beaucoup d'opportunités. Donc c'est ça aussi qui nous intéresse ce soir, c'est d'imaginer avec vous donc, toutes ces opportunités. Et puis nous sommes plus que jamais convaincus que dans cette période de trouble, il est important d'avoir une vision, d'avoir un cap, d'avoir une stratégie, des principes d'action qui permettent de travailler dans le moyen terme et de moins subir un quotidien qui est aujourd'hui très, très oppressant. Donc vous le voyez, M. Juvin, beaucoup d'interrogations sur lesquelles nous attendons votre éclairage. Et sans plus tarder, donc, je vous laisse la parole. Merci de cette présentation, mesdames, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, bonsoir. Alors, de cette présentation, j'ai un tout petit peu retenu une invitation à être impertinent ou à sortir des clous. Je n'aurais pas grand mal à répondre à cette invitation, à vos risques et périls. Je n'aurais pas grand mal à répondre à cette invitation. Et puis, pour me faire plaisir, je vais un tout petit peu la placer sous l'égide de mes origines bretonnes. Pas de ce qu'on appelait de mon temps les Côtes du Nord, mais je suis né à Malétroit dans le Morbihan. Et j'ai toujours retenu, pas seulement que les Bretons ont la tête dure, mais que les Bretons ont une grande capacité à se faire eux-mêmes leur idée sur les choses qui comptent et à suivre cette idée, même contre les courants dominants, même contre la pensée correcte, ou même contre ce qu'il est bon de penser à un moment donné. Je crois que les Bretons ont une capacité de conviction qui, en d'autres temps, les a conduits au bout du monde,
qui les a quelquefois conduits aussi à trouver des opportunités là où d'autres avaient tendance à se résigner. Et j'en ai vécu personnellement un exemple qui peut assez bien servir d'introduction à ma manière de considérer la crise et aux réflexions que nous allons partager ce soir. Il se trouve que par ma belle famille, je suis devenu d'adoption, je l'avoue, un peu aveyronnais. Est-ce que vous savez que dans les années 50, l'Aveyron, fromage de Roquefort, les Causses, l'Aveyron et des régions de Bretagne étaient à peu près au même niveau de développement économique et, je vais le dire comme ça, à peu près au même niveau de pauvreté. Et que la différence aujourd'hui est absolument saisissante entre l'attractivité du territoire, entre le niveau de revenus, entre la dynamique entrepreneuriale et entre la force, la dynamique du tissu social. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que dans les années 60, et je ne leur jette pas la pierre, les Aveyronnais se sont plaints, ont un peu été aidés, reçu des subventions, et ont essayé de survivre tant bien que mal avec ce qu'ils avaient. Alors que, sans tomber dans l'image d'Épinal, les Bretons ont décidé de prendre leur destin en main, les Bretons ont décidé qu'on pouvait vivre et travailler au pays et qu'on pouvait entreprendre au pays, et sur une génération, 2 générations et demie, ça fait des différences absolument bouleversantes dans la dynamique entrepreneuriale, dans le tissu social et dans la manière dont les territoires vivent. Cette expérience de longue durée, je crois qu'elle fournit assez bien un préambule à ce que j'aimerais partager avec vous ce soir sur ce sujet, la crise et la crise après la crise, subir ou agir. Je vais le dire très clairement, si je souhaitais que vous reteniez 2 choses de mon intervention ce soir, la première, j'en suis désolé, mais je le dis tout net, la crise, ce n'est pas fini. Et ceux qui diraient, il suffit d'attendre un peu, il suffit d'un petit peu de régulation ici, d'un petit peu d'argent public là, évidemment d'augmenter les impôts, c'est une bonne nouvelle à laquelle vous vous attendez tous, en 2012, après les présidentielles, et puis tout va repartir comme avant. Il n'y a pas une chance pour que ça se passe comme ça. On va y revenir. Nous sommes dans quelque chose qui n'est pas une crise, c'est-à-dire un moment difficile à passer, on abaisse les voiles, on met à la cape et ça va très bien être après. Nous sommes probablement en train de passer d'un état du monde, finalement relativement stable pendant plusieurs décennies, à un autre état du monde dont on ne sait pas quand il va survenir et dont personne n'est capable de dire aujourd'hui le visage qu'il aura. Nous sommes entre ces 2 mondes et c'est autre chose qu'une crise. Alors on peut appeler ça métamorphose, on peut appeler ça transition comme vous voulez. Nous passons d'un état stable du monde à un autre état dont nous ne savons pas ce qu'il sera. Et la deuxième conviction que j'aimerais partager avec vous ce soir et que je vais un peu développer, c'est que la grande facilité, c'est d'analyser et de réfléchir à la crise en pensant qu'il ne s'agit que d'argent et qu'il ne s'agit que d'économie. C'est ce qui conduit la majorité de mes amis économistes, qui évidemment tous avaient prévu la crise, tous avaient dit depuis longtemps ce qui allait arriver, c'est ce qui les conduit à être aussi courts de propositions, aussi courts de conseils sur ce qui va venir, parce qu'ils sentent bien confusément, même les plus assurés d'entre eux qui disent « tout ça je l'avais bien prévu et voilà comment ça va se passer », ils sentent bien que ce n'est pas tout à fait de cela dont il s'agit. Ce n'est pas tout à fait de cela dont il s'agit parce que la vraie dimension de la crise ou la vraie dimension de cette transition, elle est politique, elle est stratégique et elle est même philosophique. Et ce sera, si vous le voulez bien, ma première partie. J'aimerais partager avec vous cet éclairage sur une crise derrière la crise qui n'est pas ce qu'on dit qu'elle est. Naturellement, il y a des questions d'argent. Naturellement, quand le CAC 40 était à plus de 6 000 et que certains le voyaient à 7 ou 8 000, et quand on l'a vu par 2 fois retomber à 2005, ça pose des questions d'argent. Naturellement, quand, comme j'ai eu l'occasion de le faire avant le changement de gouvernement aux élections de mai dernier au Portugal, j'avais eu l'occasion de travailler et de rencontrer l'ancien gouvernement, sachant qu'ils allaient perdre les élections
C'est ça qui est bien. Les politiques, quand ils sont sûrs de perdre les élections, ils disent enfin les choses. Et notamment les gens du ministère de l'économie disaient clairement, la classe moyenne, les Portugais, il va falloir que dans les 5 ans à venir, ils abandonnent 30% de leur pouvoir d'achat. 30% de leur pouvoir d'achat, c'est pas peu. Je pourrais m'amuser à vous poser la question, vous faites quoi avec 30% de pouvoir d'achat chaque mois en moins? Ben, ça veut dire qu'on ne paye pas les mêmes études aux enfants, ça veut dire qu'on ne part plus en vacances, ça veut dire, etc. Ça veut dire qu'on change son mode de vie. Bien sûr, il y a des problèmes d'argent et bien sûr, il y a des problèmes d'économie. Mais derrière, il faut accepter l'idée, il faut pousser l'analyse pour reconnaître qu'il y a autre chose. À l'origine de la crise, vous avez une dimension éminemment et totalement politique. Je vais la résumer en une formule. Les Américains ne veulent plus payer l'impôt et les Européens ne peuvent plus payer l'impôt ou ne peuvent plus payer les charges de leurs dettes. C'est quoi la crise des subprimes? Vous l'avez certainement entendu expliquer et développer, et vous avez certainement entendu dire c'est une crise d'argent, c'est une crise d'économie. Mais enfin, c'est une crise éminemment politique. C'est quoi la crise des subprimes? C'est un président démocrate, Bill Clinton, qui dit que ça n'est pas possible qu'autant d'Américains ne parviennent pas à être propriétaires de leur résidence principale. Je veux, moi, président des États-Unis, que la classe moyenne et la classe moyenne démunie puissent acquérir sa résidence principale. Mais je suis aux États-Unis et il n'est pas question d'envisager une hausse des impôts. Je veux conduire une grande politique sociale d'accession à la propriété, je ne peux pas la financer par l'impôt. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux inciter le système bancaire, je peux inciter des prêteurs à prêter sans garantie, les fameux prêts ninja et les prêts no income, no job, no assets. Vous allez prêter, vous les banquiers, je vous donne l'ordre, je vous conseille de prêter à des gens qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de revenus et qui n'ont pas de patrimoine. Comment est-ce qu'ils vont rembourser? C'est très simple. Puisque les prix de l'immobilier aux États-Unis vont monter sans cesse et monter de 10, de 15% par an, ils vous rembourseront avec la plus-value. Vous leur prêtez sans compter jusqu'à 100% du prix des biens qu'ils achètent ou des maisons qu'ils font construire, et c'est la plus-value à la revente qui vous remboursera. C'est ça les subprimes, et c'est ça la crise de l'immobilier américain. Bien sûr qu'il y a des aspects économiques et financiers. Bien sûr que les établissements qui ont prêté se sont ensuite livrés au découpage de ces prêts, en vente de ces prêts découpés, réagglomérés sur le marché par des gens qui ne savaient même plus qu'il y avait du risque. Mais ça, c'est, si je puis le dire devant vous, c'est de la cuisine. L'élément déterminant de la crise des subprimes, qui est l'élément déclencheur de notre crise, c'est l'incapacité politique à lever l'impôt. Et quel est l'élément déclencheur de la crise que nous vivons aujourd'hui en Europe? Je vais le dire de manière un peu cruelle, mais j'espère quand même vous faire sourire. Vous avez vu au cours du mois de juillet qu'il fallait remettre un peu d'argent dans la machine et qu'il y avait un peu de resserrement fiscal. Le plan gouvernemental élaboré en juillet de cette année, c'est à peu près 11 à 12 milliards d'euros. Pour les finances publiques françaises, l'élément très amusant, c'est que c'est une partie, mais une partie notable, des concours français à la Grèce, et qu'on nous dit de plus en plus clairement que si nous gardons notre triple A, notre rating, nous Français, ce n'est pas du tout parce qu'on est dans une meilleure situation économique que d'autres pays, c'est parce que l'efficacité de notre système fiscal est reconnue partout dans le monde. Et la bonne nouvelle, mais qui va commencer à faire réfléchir très vite, c'est que notre capacité à lever l'impôt ici en France est le seul garant contre le défaut grec. Parce que les Grecs, eux, n'ayez aucun doute là-dessus, ils n'ont aucune capacité à lever l'impôt. Il n'y a pas de système fiscal en Grèce. Le sport national, c'est ne pas payer l'impôt que l'on doit et se soustraire à la curiosité du fisc, éventuellement en donnant des enveloppes d'ailleurs, puisque vous savez que la Grèce dispense d'impôts le premier propriétaire immobilier qui est l'Église orthodoxe, dispense d'impôts ses armateurs, enfin bref, tous ceux qui sont riches en Grèce sont par nature dispensés de payer l'impôt. Ça veut dire quoi, ce que je suis en train de dire? On n'est pas dans l'économie, encore une fois. Bien sûr qu'il y a des problèmes de dette.
Bien sûr, comme je le voyais hier dans un débat à Toulouse, quand on apprend que la dette de la CADES, la caisse d'amortissement de la dette sociale, qui cumule la totalité de la dette française, quand ça a été créé dans les années 90, on parlait de 10 milliards d'euros. En 2005, on a franchi les 100 milliards d'euros dans la CADES. La grande nouvelle de cette fin 2011, c'est qu'on vient de franchir les 200 milliards d'euros. Ça commence à faire et ça commence à faire beaucoup. Mais ça n'est pas fondamentalement un problème d'économie. C'est fondamentalement un problème politique. C'est la capacité à faire payer des dépenses courantes par des recettes et c'est la capacité à lever l'impôt qui se trouve en cause. D'où la formule que tous les gouvernements sont en train de vérifier aujourd'hui. Les Américains ne veulent pas payer l'impôt alors qu'ils en auraient les moyens. Les Européens eux, ne peuvent plus payer l'impôt qui leur permettrait d'équilibrer leur balance courante et d'équilibrer leurs dépenses sociales et les dépenses de leurs États hypertrophiés. Pourquoi avoir insisté sur ce point? Parce qu'il m'apparaît absolument crucial pour le diagnostic, il ne faut pas se tromper de débat. Ce ne sont pas les marchés, l'économie, les entreprises qui vont mal. Et d'ailleurs, et certaines et certains d'entre vous ici ce soir doivent très bien le savoir, je suis impressionné quand je suis dans le tissu entrepreneurial français. En ce moment, je fréquente pas mal de chambres de commerce, mais ça va bien. Mais beaucoup d'entreprises vont bien, beaucoup d'entreprises gagnent des parts de marché. J'étais récemment consulté, je travaille beaucoup avec la Chine, j'étais récemment consulté par une entreprise bretonne qui pour la première fois a mis les pieds en Chine à Shanghai et qui me dit voilà, on a des offres, on fait face à des demandes, est-ce que c'est sérieux? Si c'est sérieux, dans les 2 ans, on peut avoir une taille multipliée par 10. Simplement, on ne sait pas très bien, est-ce qu'il faut faire confiance, est-ce que ce qu'ils nous disent sera tenu? Ce qui peut être un vrai sujet. Mais partout, je rencontre des entrepreneurs qui vont de l'avant, je rencontre des régions qui gagnent, mais qui quelque part ont un nuage noir, nourri par tous les apôtres de mauvaises aventures, qui leur fait penser que le pire est devant nous. Ça n'est pas économique, c'est politique. C'est le premier élément du diagnostic qui me paraît absolument fondamental. Nos économies, nos entreprises, notre dynamisme d'innovation, notre dynamisme de conquête du monde va bien. La question, c'est que nous avons laissé des systèmes publics et des systèmes collectifs rouler hors de contrôle et rouler dans une zone où plus personne ne les maîtrise. Cette crise-là, elle n'est pas économique d'abord, elle est politique d'abord. Elle est évidemment accentuée par une seconde crise, qui est une crise stratégique. Là encore, vous m'y avez invité, monsieur le directeur général, donc j'y vais. Une chose me tétanise en France, lecture des médias, lecture des opinions des économistes ou des analystes, c'est la naïveté, pour ne pas dire plus, de tous les commentaires sur la crise de la dette européenne actuelle. Pour reprendre les mots de l'actuel président de la FNSEA, on a le sentiment que les Français, et d'ailleurs beaucoup d'Européens, vivent dans un monde de bisounours. Parce qu'enfin, la crise de la dette européenne, elle s'est déclenchée quand? Elle s'est déclenchée à la fin 2010, au moment précis où les émissions dans le monde en euros dépassaient les émissions en dollars. Ce qui veut dire que l'euro menaçait de détrôner le dollar, et ce qui est pire, l'euro menaçait le privilège de seigneuriage, le privilège d'émission des États-Unis, qui est un privilège exorbitant. Comme le disait récemment encore Timothy Geithner, nous pouvons émettre des dollars en faisant fonctionner la machine à papier, à billets. Ça ne nous coûte rien et le monde entier veut nous acheter ces dollars-là. C'est d'ailleurs très exactement ce qui s'est passé au cours de l'été. Vous avez vu ce phénomène inouï quand les agences de rating ont dégradé la note des États-Unis. Ça n'a rien empêché et l'ensemble des pays dans le monde a continué d'acheter de la dette américaine. Parce que l'ensemble des pays dans le monde continuent à se dire que si ça allait de mal en pis, et si on en arrive à des vraies situations de conflit économique et pas seulement économique, il y a une puissance qui peut-être pourrait tenir, qui peut-être être sûre de l'emporter, qui sont les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que je veux dire par là? La crise de l'endettement européen équivaut à une guerre économique. Les nouvelles qui, à peu près chaque lundi, depuis plusieurs semaines, viennent saper la crédibilité des mesures prises par l'Europe,
viennent saper la crédibilité des mesures de la Banque centrale européenne ou du Fonds européen de soutien. Ce n'est pas par hasard si le Financial Times, si le Wall Street Journal, tous les lundis, viennent apporter la petite nouvelle qui détruit tout ce que les Européens ont voulu construire la semaine passée. Nous sommes dans une situation de conflit stratégique majeur avec les États-Unis qui ne peuvent pas supporter une seule minute que le dollar, garant de l'intérêt national américain, soit mis en cause. Il faut en prendre la mesure et il faut en être conscient. Et à cet égard, j'ai dit avoir la chance de travailler avec certains gouvernements étrangers. Je suis frappé par l'état d'apesanteur dans lequel une bonne partie de l'opinion européenne et de l'opinion française se trouve. J'en comprends bien les raisons. Les mots de guerre économique, les mots de géopolitique, les mots d'affrontement de puissance, les mots d'intérêts vitaux sont des mots que les Européens ont du mal à prononcer depuis la Seconde Guerre mondiale. Et le rêve de l'Europe, qui a été le rêve de la paix à l'intérieur de l'Europe, est vite devenu le rêve de la paix entre les nations, le rêve d'un monde dans lequel il n'y aurait pas d'affrontements nationaux, le rêve d'un monde dans lequel les principes du libre-échange, de la concurrence saine, pure et parfaite, de l'amitié entre les peuples, etc., régneraient totalement. Je suis désolé de le dire, ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel nous vivons est un monde d'affrontement de puissances, dans lequel les deux puissances qui nous entourent, qui sont en train ou qui sont devenues les deux premières puissances mondiales, d'un côté la Chine, de l'autre les États-Unis, n'hésitent devant rien dès que leur intérêt national est en jeu. Et je suis personnellement extrêmement frappé, il se trouve que j'interviens à Pékin un peu sur ces sujets-là dans 15 jours, je suis extrêmement frappé que des mots qui chez nous passent mal, parler de l'intérêt national, parler d'une préférence pour les entreprises françaises, parler d'une préférence pour les régions, pour le territoire français, parler d'un intérêt stratégique national ou d'un intérêt stratégique européen. Nous avons du mal à le faire. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas un Chinois, qu'il n'y a pas un Américain qui ait la moindre pudeur sur le sujet. Et d'ailleurs, quand, notamment à la Commission européenne, on nous raconte beaucoup de choses sur les concentrations d'entreprises industrielles françaises ou européennes qui peuvent être dangereuses. On nous raconte beaucoup de choses sur le respect du libre-échange, etc. Mais en fait, croyez-vous que la Chine, croyez-vous que les États-Unis et combien d'autres, dès que leurs intérêts souverains, leurs intérêts nationaux sont en jeu, hésitent sur une quelconque mesure que ce soit pour protéger cet intérêt national, y compris au prix d'un protectionnisme éhonté, mais qui ne dit jamais son nom. C'est les manipulations de la monnaie chinoise yuan, c'est aussi les décisions américaines, qu'il s'agisse du domaine financier, qu'il s'agisse du domaine de fourniture, par exemple d'avions pour l'armée américaine, etc. Chaque fois que les intérêts vitaux sont en jeu, on n'hésite devant aucune disposition pour les protéger. C'est le second aspect de la crise, derrière la crise, celle qui ne dit pas son nom et celle qu'on ne veut pas voir. Elle est stratégique. Nous vivons en ce moment un affrontement stratégique entre l'Europe et les États-Unis. Et cet affrontement stratégique est tout à fait normal à partir du moment où l'Union européenne, qui a construit l'euro, ce que personne ne croyait possible, vous savez avec quelle virulence tous les grands économistes américains depuis 15 ans expliquent que ça ne peut pas marcher, ça ne marchera pas, ça ne verra pas le jour. Et à partir du moment où l'euro a vu le jour, ils nous ont expliqué comment nécessairement ça allait exploser, ça ne pouvait pas tenir, et d'ailleurs c'est en train de ne pas tenir. Ce sont des intérêts stratégiques qui sont en train de s'affronter, et ils s'affrontent durement parce que l'Union européenne a réussi quelque chose d'extraordinaire, mettre en place une monnaie qui devient une monnaie de réserve internationale. Les réserves de la Banque centrale de Chine, c'est quand même plus de 30% d'euros. Vous savez qu'un certain nombre de pays dans le monde avaient commencé à rédiger leurs échanges extérieurs en euros, et vous avez même des pays producteurs de pétrole qui voulaient faire des contrats sur le pétrole en euros, crime de lèse-majesté contre le dollar, absolument insupportable aux États-Unis. La partie, je ne dirais pas était en train d'être gagnée, la partie était engagée. C'est probablement la naïveté stratégique européenne qui fait qu'on n'a pas vu l'affrontement qui venait. Nous sommes en pleine tempête. Je n'en connais pas les épisodes futurs. Il y a une seule chose que je sais sur cet affrontement stratégique, c'est qu'il y a un moment
où l'éclatement, où le mal fait un adversaire, est aussi douloureux ou dommageable pour celui qui l'attaque. Je suis persuadé que dans les semaines ou dans les mois à venir, et on commence à le voir, nos amis américains vont se rendre compte qu'une politique trop agressive d'affaiblissement de l'Europe, d'éclatement des structures internes à l'Europe et peut-être d'éclatement de l'euro, finalement leur porterait à eux aussi grand dommage. Parce que, troisième point est correct, il ne faut quand même pas avoir de doute là-dessus, s'il y a une puissance malade, s'il y a un homme malade au début de ce XXIe siècle, ce sont les États-Unis d'Amérique du Nord beaucoup plus que l'Europe, avec un endettement public et privé qui dépasse les 400%. L'ensemble de l'Europe, c'est moins de 200% parce qu'il y a très peu d'endettement privé. Je ne sais pas quelle est votre situation personnelle, à vous qui m'écoutez, mais les Françaises, les Français, comme la majorité des Européens d'Europe continentale, sont très peu endettés à titre personnel. Donc l'endettement public, oui, mettons 100% du PIB, mais il y a très peu d'endettement privé, moins de 100%. Le problème des États-Unis, c'est que l'endettement des acteurs privés est encore très supérieur aux endettements publics. La Californie, vous le savez, est virtuellement en faillite, mais les Californiens sont encore plus en faillite personnelle que leur État. Ce qui fait que le problème de la dette américaine est infiniment plus grave que celui de la dette européenne. Que la désindustrialisation des États-Unis a probablement été plus loin que la nôtre et qu'ils sont totalement dépendants pour le maintien de leur classe moyenne des accords et de la fourniture de biens à bas prix par la Chine. Pour le dire simplement, si Walmart ne peut plus s'approvisionner en Chine à produits à bas coût, la classe moyenne américaine perd 30% de pouvoir d'achat tout de suite. Donc il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. La situation macroéconomique des États-Unis est beaucoup plus grave que la situation européenne. Ce qui veut dire qu'ils vont utiliser toutes les armes, ils vont tout faire pour masquer cette situation et pour essayer de faire que des difficultés réelles ou supposées auprès d'autres pays vont masquer leurs propres difficultés. Je donnerai très peu de chiffres, mais je voudrais vous amener à réfléchir sur un chiffre qui m'apparaît essentiel dans ce que nous disons. La difficulté des États-Unis, que nous vivons aussi, mais à moindre titre, c'est tout simplement que de 2000 à 2008, le produit intérieur brut américain a augmenté de 4 200 milliards de dollars. Vous allez me dire, c'est beaucoup, c'est bien, ça fait beaucoup d'argent, certes. Mais pour cette croissance de 4 200 milliards de dollars du PIB, il a fallu consentir 21 000 milliards de dollars de crédit à l'économie. Ça veut dire que les États-Unis, encore plus que nous, mais comme nous, sont drogués à la dette. Nous sommes collectivement drogués à l'endettement, et c'est ça la réalité de la crise. Il va falloir sortir de cette drogue de l'endettement. Je me tourne vers vous, ça va être tout le problème de la réduction des bilans bancaires. Il va falloir sortir de cette dette de l'endettement. Ça va certainement être la crise de désendettement et la crise d'amaigrissement que nous allons devoir tous collectivement dans le monde occidental subir dans les années prochaines. Crise politique, crise stratégique et affrontement stratégique en cours. Et je l'ai dit d'un mot qui peut-être peut vous faire sourire ou vous effrayer, crise philosophique. C'est un grand mot. C'est probablement un grand mot qu'on ne prononce pas très souvent dans l'enceinte respectable des banques. Pourtant, c'est bien de cela dont il s'agit. Je vais faire un long détour, mais je crois que c'est important que nous partagions bien de quoi s'agit-il quand je dis crise philosophique. Le philosophe français Michel Foucault a consacré une grande part de ses travaux à la fin de sa vie à ce qu'il appelait « que sont nos régimes de vérité ». Qu'est-ce qui fait que quelque chose entre nous, nous le tenons pour vrai ? Ça ne vient pas tout seul. Je vais faire une comparaison un peu facile, mais qui probablement va parler à beaucoup. J'ai vécu au carrefour du nord de la Loire-Atlantique, du Morbihan, à un moment où la foi religieuse imprégnait à peu près tous les actes de la vie et imprégnait à peu près tous les grands moments de l'année. Dans cette société bretonne, traditionnelle, réunie par une foi religieuse extrêmement présente, il n'y avait pas de question sur ce qui faisait la vérité. Ce qui faisait la vérité était lié
à la croyance dans la parole de l'Église. Ce qui faisait la vérité était lié ô combien dans les conduites individuelles à la croyance dans une existence après la mort, à la croyance au salut éternel. Et ce qui faisait la vérité était lié ô combien dans la confiance quasi absolue dans les institutions, dans la France et dans tout ce que le général de Gaulle a si bien défini comme la personne morale de la France. Eh bien, je vous pose la question à celles et ceux pour qui ça vibre, ce que je dis. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui notre régime de vérité dans notre société ? Vous voyez bien que c'est infiniment plus compliqué parce que la vérité ne vient plus d'en haut. Très peu de Françaises, très peu de Français dans le monde d'aujourd'hui considèrent que chaque événement de leur vie, des éléments de leur conduite, ça leur est dicté par une loi venue d'en haut, par une croyance religieuse ou par une foi dans la nation et par une foi dans ce que j'appellerais volontiers le patriotisme français. Quel est notre régime de vérité aujourd'hui ? Qu'est-ce qui, dans la vie quotidienne, est le terreau commun sur lequel nous essayons de construire nos échanges, sur lesquels nous essayons de construire notre manière de vivre en commun ? Je vais le dire de manière très simple. Ce qui s'est mis en place depuis 30 ans, c'est absolument bouleversant dans l'histoire humaine, parce que ça n'avait jamais été comme ça auparavant. C'est l'économie qui est devenue notre régime de vérité. C'est l'économie à travers le contrat privé et à travers le marché. Et le fait que l'économie soit devenue notre régime de vérité, ça se résume d'une manière très simple. Ça s'est résumé pendant au moins 3 décennies par le prix de marché est toujours le vrai prix et le juste prix. Dans combien d'entreprises on a dit aux salariés, aux collaborateurs, la valeur de votre travail, la valeur de votre performance au travail, vous la lisez tous les jours dans le cours de bourse. Combien d'entreprises ont dit ma valeur de marché, ce que je vaux en bourse, le rating de mes obligations, si j'en émets, ce qu'un acheteur est prêt à proposer pour racheter mon entreprise, c'est ça le vrai prix, c'est ça la vraie valeur. Ça s'est insinué dans beaucoup d'éléments de la vie. Internet y a largement contribué, puisqu'on sait bien que dorénavant, la notion de relations humaines qui sont de plus en plus des relations transactionnelles, où l'engagement dans la durée joue de moins en moins, où de plus en plus il s'agit de bénéficier de toutes les opportunités à tout moment, et ça dans tous les secteurs, y compris dans la vie privée. C'est quelque chose qui a énormément pénétré la société française. C'est ce qui explique, par exemple, je regardais les chiffres récemment, c'est ce qui explique que, par exemple, en région parisienne, on a quand même passé le cap de 2 mariages sur 3 qui se terminent par un divorce. Nous sommes passés dans un monde de relations fugaces, d'instantanéité, dans un monde géré par l'offre et la demande et par le prix de marché. C'est notre régime de vérité dans nos sociétés libérales depuis au moins 20 ou 30 ans. Les mouvements des privatisations, etc., ont été dans ce sens. Pourquoi ai-je dit crise philosophique ? C'est très simple, c'est que ce régime de vérité, il s'est effondré sous vos yeux. Ce régime de vérité, il s'est effondré au cœur même du système. Il s'est effondré d'abord parce que les prix de marché ne sont pas le seul, le vrai et le juste prix. Il y a d'ailleurs tout un moment après la faillite de la banque Lehman Brothers, où pour des raisons, à peu près toutes les sociétés d'assurance, et d'ailleurs la plupart des banques dans le monde étaient en faillite, si on continuait à évaluer leurs actifs à leur prix de marché. Et donc ils ont dit, oh là là, on arrête ça, on arrête le mark-to-market, on ne va plus comptabiliser nos actifs à leur prix de marché, on va les comptabiliser à leur prix historique. Ce qui a été une manière d'éviter que l'ensemble du système saute, pour faire simple. Nous vivons dans un système qui ne dit plus son nom, où depuis 2 à 3 ans, les prix de marché ne sont plus reliés aux fondamentaux. On ne sait plus ce que veut dire un prix de marché aujourd'hui. C'est le cri poussé par ces grands patrons français que sont Martin Bouygues, Patrick Cron et d'autres, tout récemment, au cours de ces dernières semaines. Martin Bouygues a déclaré assez solennellement, et ça fait du bruit, si ça continue, nous, grandes entreprises françaises, on va se retirer de la bourse. Parce que dorénavant, on ne sait plus qui achète et qui vend nos titres. Dorénavant, on ne comprend plus comment est fabriqué le prix de nos actions.
Dorénavant, on considère que les marchés financiers, c'est devenu un mauvais lieu, qui n'est plus qu'un affrontement de puissances financières, acheteurs ou vendeurs, dans une opacité totale. C'est le mécanisme des dark pools, ces piscines noires, où des très grands investisseurs ou des très grands intermédiaires peuvent échanger des millions de titres dans des conditions d'opacité à peu près totales. C'est impressionnant de voir des grands patrons français, et il y en a d'autres en Europe, qui disent si ça continue, on va se retirer du marché. Parce que le marché n'est plus quelque chose où se joue un jeu honnête, et le phénomène le plus important, le marché n'est plus un lieu qui dit la vérité des choses. Ça me paraît absolument fondamental. Le marché n'est plus un lieu qui dit la vérité des choses. C'est la lecture que l'on peut faire des opérations américaines absolument stupéfiantes que sont les opérations de quantitative easing. Ce qu'on appelle d'un mot savant quantitative easing, c'est en gros la Réserve fédérale, le Federal Reserve Board, qui dit « Vous avez des papiers pourris, vous avez des papiers, je ne veux même pas regarder ce qu'ils valent, vous avez des papiers, des titres obligataires qui ne valent peut-être même pas 10%. Qu'à cela ne tienne, si vous m'en ramenez pour 1 million d'euros, je vous les rachète pour 1 million d'euros en beaux dollars, flambants et tout neufs. » Ça s'appelle de l'émission de fausse monnaie. L'émission de fausse monnaie, au titre des politiques de quantitative easing de la Fed, excusez du peu, c'est qu'on a quand même dépassé les 3 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que la Federal Reserve a émis 3 000 milliards de dollars de fausse monnaie en circulation, que le monde accepte à cause du privilège inouï du dollar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les prix ne sont pas les prix, que je ne sais pas quel est le rapport entre cette fausse monnaie, qui évidemment participe de la bulle des prix d'actifs, qui évidemment tend à éviter l'éclatement de certaines bulles d'actifs. Cela veut dire tout simplement que les prix n'ont aucun rapport avec les fondamentaux, que plus personne n'est capable de légitimer la manière dont les prix sont fabriqués. Et je voudrais le dire très clairement, et j'espère que ce sera partagé, quel sens est-ce que ça a de voir certaines des plus grandes banques françaises avoir un prix de marché qui n'est même pas égal au 5e ou au 8e de leurs fonds propres, sans parler des actifs détenus. Les marchés sont devenus un lieu totalement irrationnel. Alan Greenspan avait parlé de l'exubérance irrationnelle des marchés à la hausse, au moment de la bulle Internet. On est en train de voir exactement l'inverse. Mais ce que je vous dis est extrêmement grave. Parce que ce que je vous dis, ça veut dire que tout ce sur quoi nos fonctionnements sociaux ont été organisés depuis 20 à 30 ans. Et quand je dis fonctionnements sociaux, je parle de choses très lourdes, je parle des privatisations. C'est quoi les privatisations? Le marché va dire le vrai prix à des entreprises nationales qu'on vend. Pour ceux que ça amuserait, c'est très intéressant de regarder les conditions des privatisations de sociétés d'autoroutes, par exemple. Est-ce que le marché a dit le vrai prix? Il y a quelques questions à se poser. Privatisation, extension des contrats privés, généralisation du return on equity, ce fameux 15% sur lequel devait être jugé le rendement de tout actif, qui était censé être l'alpha et l'oméga de tout acte de gestion. Alors qu'on sait bien que dans des économies qui croissent en moyenne de 2 à 3%, c'est juste intenable dans la durée d'espérer des rendements de 15% annuels. C'est ce système-là qui est en train de s'effondrer sous nos yeux. Et je pense que c'est de grandes conséquences, parce que vous voyez bien là encore qu'il ne s'agit pas d'économie. La confiance irrationnelle que nous avons placée dans des systèmes de marché que plus personne ne gouverne, la grande fable des marchés qui s'autorégulent, elle est en train de s'effondrer sous nos yeux. Et ce que nous allons redécouvrir est très simple. Et ça sera, si vous le voulez bien, la fin de cette première partie. Ce que nous allons redécouvrir, je vous invite à lire un livre formidable, qui est le livre du grand ethnologue Maurice Godelier. Maurice Godelier, qui est maintenant un monsieur un peu âgé, il a largement passé 80 ans, a consacré il y a 2 ans, je crois, un livre qui s'appelle « Au fondement des sociétés humaines ». Et il explique 2 ou 3 choses très simples, mais dont il faudrait se souvenir, qui me ramène à ma Bretagne d'enfance, à cette Bretagne de la foi religieuse, de la confiance et de l'identification dans la patrie et la nation. Maurice Godelier, entre autres choses, dit 3 ou 4 choses très simples. Dans aucune société humaine primitive, ce n'est pas le bon mot, mais dans aucune société humaine hors de l'Occident, les relations économiques ne sont importantes.
Et d'ailleurs, les biens qui comptent sont les biens qu'on se transmet de génération à génération. Les biens qui comptent sont les biens qu'on donne à ses amis ou à ceux qu'on veut honorer. Et les biens qui n'ont pas d'importance, c'est les biens qu'on traite sur le marché. À partir du moment où on a l'argent comme équivalent, ça n'a pas de valeur. Ce qui vaut, c'est ce qui ne peut pas se payer par de l'argent. Ça, c'est un enseignement fondamental de l'anthropologie. La deuxième chose que nous apprend Maurice Godelier, c'est que nulle part, ça n'est l'économie ou ça n'est le besoin qui fait la valeur. La valeur, c'est toujours une culture qui en fait la nature. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Nous avons vécu au cours des 20 ou 30 dernières années une espèce d'OPA de l'économie sur l'ensemble de nos relations sociales, de nos relations humaines et l'ensemble de ce que nous pensons, de ce que nous croyons. Il va falloir en sortir. Non seulement le marché est incapable de s'autoréguler lui-même, mais le marché ne fonctionne bien qu'à partir du moment où il y a une société organisée qui lui fixe des lois, des règles et des principes. Rendez-vous tout simplement, enfin, vous en avez tous fait l'expérience, rendez-vous tout simplement sur une place de marché, un lieu où les gens échangent, que ce soit des légumes, j'ai des grands souvenirs des marchés au porc ou des marchés aux volailles, ou des marchés aux bovins d'ailleurs ailleurs. Il y a 1 an, j'étais dans un marché aux chameaux en Éthiopie. Enfin, on sait bien qu'il y a une date, il y a un lieu, c'est centralisé, il y a des modalités fixées pour la manière dont on se met d'accord sur un prix. Ça peut être très compliqué, ça peut être plus public, ça peut être un crieur, ça peut être au contraire des échanges privés, mais il y a toujours des règles du jeu. Il y a un lieu, c'est centralisé, on sait les prix et on sait la manière dont ça se passe. Tout simplement, on va redécouvrir que sur les marchés financiers aussi, il y a des règles, il y a de la visibilité, mais ce qui est plus important encore, c'est une société qui donne ses règles au marché, ce n'est pas l'inverse. Ce n'est jamais le marché qui fixe les règles à une société. Sinon, la société va très mal et elle est mourante. Et la troisième chose que nous apprend Maurice Godelier, celle-là nous entraînerait très loin, mais elle va nous emmener à la seconde partie. J'ai dit que c'est la culture qui fait la valeur et qui fait les prix. Ce n'est pas le marché qui fait la culture. Et de la même manière, Maurice Godelier nous enseigne fort bien que l'importance que nous attachons aux choses, l'importance que nous attachons à une relation, l'importance que j'attache à ma présence ici ce soir, c'est essentiellement une affaire de symbole et c'est essentiellement une affaire de construction sociale partagée. C'est parce que nous sommes ensemble, c'est parce que nous partageons ici ce soir quelque chose qui est peut-être entreprendre en Bretagne, qui est peut-être essayer de construire ensemble un avenir dynamique et fort dans cette période de tempête. C'est ça qui fait la valeur de ce moment que nous partageons. Et ce n'est pas une affaire d'économie, et ce n'est pas une affaire de chiffres, et ce n'est pas une affaire de l'avantage que vous allez pouvoir en retirer de manière concrète dès demain matin. C'est une construction sociale. Elle est pleine de symboles, elle est pleine de la volonté d'être ensemble et d'agir ensemble, elle est pleine de toutes ces choses qui dépassent tellement l'économie et le marché que nous avons trop tendance à oublier. Ça, c'est la dimension philosophique de la crise. Et je crois que c'est très important d'en prendre la mesure, parce que si on oublie que la base est politique, que l'affrontement actuel est stratégique, mais qu'au fondement de ce que nous vivons, il y a l'ébranlement d'un modèle qui nous a aveuglés depuis 20 ou 30 ans, je crois qu'on n'a rien compris à ce qui se passe, et on est un peu comme les économistes qui éclairent toujours la route d'hier, mais qui sont aujourd'hui tragiquement incapables de dire vers quoi nous allons. Première partie donc, 3 aspects de la crise, elle est politique, elle est stratégique, elle est philosophique. Comment faire pour agir et pour ne pas subir? C'est le défi que vous m'avez demandé de relever. Je ne vais pas m'y dérober parce que j'ai quelques convictions fortes, là encore, dans ce domaine. La première chose, elle est très simple, c'est essayer d'oublier les marchands de malheur qui nous entourent. Il y a une chose qui me met un petit peu en colère, c'est la manière dont aujourd'hui on se fait un nom, on vend des livres, on vend du papier, on vend des articles, on a des taux très forts d'écoute aux émissions quand on fait dans le drame, dans le tragique et dans l'horrible. Parce que ça marche. Le drame fait vendre. Le fait divers tragique fait vendre. Et aujourd'hui, dire sur tous les tons que la crise est là, que l'euro va exploser, que ça va plus mal qu'hier, mais alors après-demain, ça sera encore bien pire, c'est vrai que ça fait du tirage et c'est vrai que ça nourrit la médiasphère et la blogosphère.
Et je pense qu'il y a quelque chose de grave parce que c'est méconnaître très profondément le fait que, non pas la crise, mais la transition de ce monde que nous avons connu vers un autre monde peut être non seulement une chance, mais une formidable source d'opportunités pour ceux qui se projettent et pour ceux qui veulent. Parce que je crois que l'envie d'avenir et la volonté d'aller plus loin sont les deux ressources stratégiques principales et qui vont compter. Alors pourquoi dire cela de manière très générale ou si générale? Le premier point, je ne vais pas vous étonner, j'ai commencé à l'aborder. J'ai eu une grande chance, c'est que depuis quelques années, je passe au moins 4 mois dans l'année en mission très loin de la France. La crise, c'est assez drôle d'en parler en Éthiopie. Je travaillais en Éthiopie il y a 10 mois. L'Éthiopie, c'est un pays que les Français connaissent mal, ils ont bien tort. C'est 82 millions d'habitants, c'est une moyenne d'âge qui est à peine supérieure à 20 ans. Je crois qu'en moyenne d'âge, les Éthiopiens, ils ont 24 ans. Et c'est absolument extraordinaire, quand vous travaillez avec le ministère de l'économie et des finances là-bas, à Addis Abeba, ce qui était mon cas, vous rencontrez des jeunes fonctionnaires brillantissimes. Il faut voir que l'Éthiopie, c'est eux qui ont récupéré l'Arche d'Alliance après l'invasion d'Israël. Enfin bref, l'Éthiopie a appris à lire, a appris à respecter les autres cultures, a appris à échanger les autres cultures. Je le dis comme ça, alors que nous vivions dans des peaux de bêtes, dans des peaux de bêtes et dans des cavernes. Bref, l'Éthiopie a été un bassin de civilisation bien avant que l'Europe ne commence à se dégager de la préhistoire. Vous avez des jeunes fonctionnaires brillantissimes, ils ont 30 ans, ils ont 35 ans, ils ont tous une double vie. Ils sont dans leur ministère dans la journée, tous ils ont créé une entreprise, ils font vivre leur entreprise la nuit, le week-end, etc. Et ce qui est très frappant quand vous êtes en Éthiopie, c'est que je n'ai pas rencontré une personne, surtout les jeunes, qui ne soit pas absolument convaincu que dans 10 ans, ça va être beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Je fais toujours la même comparaison, ça n'est pas une prise de position politique. Je fais toujours la même réflexion quand je suis en Chine. J'ai la chance de séjourner et de voyager dans des zones rurales, reculées de la Chine. C'est la première fois depuis 2 générations qu'ils sont certains d'avoir à manger pour la semaine qui vient, même pour le mois qui vient. Le fait qu'il y a des postes de télévision, le fait qu'il commence à y avoir des véhicules à moteur, le fait qu'ils commencent à manger de la viande, et de plus en plus, c'est inouï. Il faut savoir que dans la majorité des provinces et des dialectes chinois, le mot pour dire bonjour, ce n'était pas le fameux ni hao, c'était « est-ce que tu as le ventre plein ?» Et la réponse, trop souvent, dans les dernières générations, c'était « non, je n'ai pas mangé depuis 2 jours » ou 3 jours ou plus. En Chine, la situation est très simple. Si la Chine, et ça c'est pas tellement bidonné, si la Chine c'est réellement l'un des pays du monde où le degré d'adhésion au pouvoir est le plus fort, plus de 80% d'adhésion, j'ose pas dire les chiffres d'adhésion au président français, mais les chiffres d'adhésion à Barack Obama aujourd'hui sont en train de passer en dessous de 30%. Il y a 28% des Américains qui sont contents de Barack Obama comme président. La question honnêtement posée, des chiffres pas truqués, plus de 80% des Chinois disent leur admiration et le fait qu'ils sont très contents d'avoir les dirigeants qu'ils ont et très contents que Deng Xiaoping les ait entraînés sur cette voie. Ça fait une drôle de différence par rapport à nos pays. Et je ferai un peu la même réflexion au Brésil, en Inde, enfin dans combien d'autres pays. On est sûr que ça va être mieux demain, on est sûr qu'on a les moyens d'y aller, et quand vous leur parlez de crise, ils vous disent juste ce sont des malheurs de riches, vous pleurez la bouche pleine, de quoi vous plaignez-vous après les siècles de bonheur que vous avez connus? Ils le disent gentiment. J'étais la semaine dernière à l'école militaire avec un représentant du gouvernement chinois et une brillantissime représentante de l'Inde. Et les deux nous ont quand même dit « il faudrait peut-être arrêter de pleurer, on veut bien vous aider parce que vous achetez beaucoup de nos produits. Et vous innovez beaucoup et on compte sur votre innovation. Mais ne pleurez pas trop. » Et la représentante de l'Inde nous a rappelé, sans prendre beaucoup de gants, que quand la compagnie des Indes, East India Company britannique, est arrivée en Inde, au milieu du XVIIIe siècle, l'Inde avait le premier artisanat de luxe au monde, et l'Inde comptait probablement pour 22% dans le PIB mondial. L'économie de l'Inde, c'était 22% du PIB mondial. Que croyez-vous qu'il arriva? La Grande-Bretagne a interdit à l'Inde tout produit manufacturé. Il fallait exporter du coton pour faire tourner les filatures de Manchester.
Et quand les Anglais ont quitté l'Inde, l'Inde pesait à peine 3% de la production mondiale. Et évidemment, l'intervenant chinois n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Il nous a rappelé, lui aussi, et c'est une des hontes objectives de l'Europe, qu'on a fait 3 fois de suite la guerre à la Chine. Pourquoi? Pour les obliger à s'ouvrir à l'opium. Parce que les guerres de l'opium avaient un seul but, c'est d'équilibrer le commerce britannique qui était déficitaire. Et les Anglais avaient trouvé une chose magique, si on peut vendre de l'opium à la Chine, comme nous on produit de l'opium, en Inde et au nord de l'Inde, en Afghanistan, si on vend de l'opium à la Chine, ça va rééquilibrer notre balance. Et donc on a fait 3 guerres, et on a quand même détruit l'une des merveilles du monde, le palais d'été. On a fait 3 guerres successives à la Chine pour les obliger à s'ouvrir au commerce de l'opium. Ce qui fait qu'en 1914, vous aviez plus d'un Chinois adulte, homme, je ne sais pas ce qu'il en était des femmes, je l'avoue, vous aviez plus d'un tiers des Chinois adultes qui étaient complètement drogués à l'opium. Alors, il ne faut pas nécessairement attendre qu'ils soient gentils dans les années à venir. Mais ce que je voulais mettre en avant, et c'était ce premier point, autour de vous et loin, ça fait du bien de rencontrer, de travailler avec des gens qui disent « mais ce qui est en train de se passer formidable, c'est juste un renversement du monde qui fait que, par un espèce de prodige, pendant 2 siècles, vous avez tout eu, vous aviez l'argent, vous aviez le patrimoine, vous pouviez exploiter toutes les richesses du globe à votre propre avantage, et vous aviez la totalité de la puissance militaire, du soft power, et en gros, ce sont vos sociétés qui faisaient envie. » Et ils vous disent très calmement, c'est fini. On ne souhaite pas votre mort, on ne souhaite pas vous coloniser ou vous faire disparaître de la carte. Simplement, vous allez reprendre la place qui est la vôtre. Et reprendre la place qui est la vôtre, c'est se sentir une assez petite Europe, fortement vieillissante. Ça, c'est un vrai sujet. Il faut quand même savoir que l'Afrique avait moins d'habitants que l'Europe continentale dans les années 60. Et l'Afrique subsaharienne, ça sera 3 fois plus d'habitants que l'Europe en 2040-2050. Un pays comme le Nigeria, à lui seul, est en train de se diriger vers 300 à 350 millions d'habitants. Et le phénomène géopolitique majeur, et ça aussi, ça fait partie des choses que j'aimerais partager avec vous, et je crois que c'est important de les retenir. Nous avons vécu dans un monde où on parlait de la malédiction du nombre. Ces pays comme la Chine, l'Inde ne pourraient jamais nourrir leur population, ils avaient le malheur d'avoir des populations d'1 milliard d'habitants. Le phénomène absolument bouleversant de la décennie qui vient, c'est que les 3 ou 4 premières puissances dans le monde, ça va tout simplement être les 3 ou 4 pays les plus peuplés dans le monde. Puisqu'il est clair qu'en 2020, les 3 premières puissances économiques du monde seront la Chine et l'Inde, chacun à peu près 1,5 milliard d'habitants, et les États-Unis, ne l'oublions pas, qui sont un géant démographique, qui sont en train d'aller vers les 400 millions d'habitants. Le nombre est en train de se remettre en accord avec la puissance. Est-ce que ça doit nous conduire à nous mettre la tête sous le sable, attendre la catastrophe ou à nous résigner? Vous l'avez bien entendu dans mes propos, ce sont quand même de formidables opportunités. Ce sont des pays qui vont de l'avant, ce sont des pays qui ont faim, ce sont des pays qui sont extrêmement preneurs de notre capacité à inventer, à innover et de l'avance que nous avons. Il est très clair que nous sommes à cet égard dans la position de bénéficier de ces progrès, de bénéficier de ce renversement du monde. Si nous n'en avons pas peur, nous faisons partie de celles et de ceux qui, à condition de savoir sortir de nos territoires, à condition de savoir partir, comme l'ont toujours fait les Bretons dans l'histoire, à la découverte du monde ou à la redécouverte du monde, nous allons pouvoir bénéficier pleinement de ce renversement du monde. Quelles sont les conditions pour en bénéficier? J'en vois 3 sur lesquelles j'aimerais être un peu précis parce que je les crois décisives et je les crois surtout très peu abordées dans les modèles stratégiques qui sont affichés les uns après les autres, qui généralement tous ont été inventés dans les années 60 ou 70, parce qu'à mon sens, on n'a pas inventé grand-chose en matière de stratégie au cours de ces dernières années. Je crois que parmi les choses absolument essentielles, et je le dis ici, avec encore en souvenir les échos, il n'y a pas si longtemps, de l'Assemblée générale de produits en Bretagne, je suis persuadé que pour aller dans le monde et bénéficier des opportunités, il faut d'abord travailler sa singularité. Le mot singularité me paraît un mot absolument essentiel dans les années qui viennent,
parce que c'est un mot qui va avec distinction, c'est un mot qui va avec valeur ajoutée, et c'est un mot qui va avec reconnaissance. Quand je dis singularité, je dis une chose très simple. L'éveil à la production industrielle, l'éveil à l'activité économique et à la concurrence sur les marchés mondiaux, de territoires comme le Brésil, de bassins d'emploi comme la Chine, comme le sud-est asiatique, de bassins d'intelligence et de civilisation comme l'Inde, fait qu'il ne faut pas s'y tromper. Les effets de masse et les effets de nombre, les effets d'uniformisation et de banalisation font de nous, si nous restons dans cette catégorie du jeu, des perdants. Nous ne nous battrons pas contre les moutons néo-zélandais, nous ne nous battrons pas contre les surfaces acéréales du Brésil et nous nous battrons difficilement contre l'immense armée de réserve, d'intelligence, d'ingénieurs et de techniciens indiens ou chinois. La singularité, c'est-à-dire les marques, c'est-à-dire les valeurs de terroir et d'origine. La singularité, c'est-à-dire la distinction dans les produits, la distinction dans la manière de faire et d'amener sur le marché ces produits, ce sont des choses que nous savons mieux faire et ce sont surtout des choses sur lesquelles, que ce soit la marque Bretagne, que ce soit la marque France, a un capital mondial et un capital planétaire inouï. Il suffit de voir le comportement des marques de luxe françaises en Asie du Sud-Est, en Chine et j'en passe. Travailler, affirmer sa singularité, c'est très certainement l'une des manières de ne pas subir, mais d'agir par rapport à cette transition d'un monde à un autre que nous sommes en train de vivre. Le deuxième élément de ne pas subir, celui-là est plus à rebours, mais celui-là procède naturellement de tout ce que j'ai dit sur la fin de l'idéologie du marché, d'un monde de concurrence et de concurrence illimitée. Tout simplement, c'est le savoir-être collectif et c'est la science de la coopération. J'ai fait au cours du mois d'août, je vais vous avouer des choses de ma vie personnelle, je suis coureur à pied et je m'étais abîmé un pied en courant sur les Causses. Et donc, j'ai passé quelques semaines aux États-Unis en sachant que je ne pouvais ni beaucoup marcher ni beaucoup courir. Et ça m'a servi à accomplir un rêve. Je rêvais depuis des années de suivre les traces des premiers explorateurs américains qui, quand le président Thomas Jefferson a racheté la Louisiane à Napoléon, avec une petite troupe d'hommes, ont été les premiers à rejoindre la région des Grands Lacs à la côte Pacifique et retour. L'expédition Clark et Lewis, en 1806 à 1808, ce sont les premiers hommes qui sont partis de la région de Pittsburgh, ont été jusqu'au Pacifique, à travers des territoires indiens, à travers des territoires à peu près totalement inexplorés, et ils sont revenus. Et ils sont arrivés à Pittsburgh, glorieux, et avec une expérience tout à fait singulière. Cette expérience tout à fait singulière, c'est qu'ils pensaient arriver dans des terres vierges, peuplées de millions de bisons, et de tribus indiennes farouches avec lesquelles, d'ailleurs, il faudrait faire attention, qui avaient une réputation de guerriers terribles. Au lieu de ça, ils ont trouvé quoi? Partout dans leur parcours, ils ont trouvé des Français, et partout dans leur parcours, ils ont rencontré des Bretons. L'expérience absolument extraordinaire de ces soldats américains partis prendre possession de la Louisiane, c'était un immense territoire pas défini qui partait du Mississippi, qui remontait jusqu'au Canada. On l'a vendu pour rien d'ailleurs, mais c'est une autre affaire. Partout dans leurs courses, ils ont rencontré des aventuriers bretons, un peu des Basques, beaucoup de Bretons, dont certains d'ailleurs ont fondé des villes. Il faut savoir que la ville de Pittsburgh a été fondée par des aventuriers français à la fin du XVIIIe siècle, ce que personne ne sait en France. Et Clark et Lewis, qui sont des officiers, qui ne sont pas idiots, s'interrogent. Et en fait, comment se fait-il qu'ils soient là et comment se fait-il qu'ils aient réussi à survivre? D'abord, ils avaient réussi à survivre parce qu'ils avaient noué des relations d'amitié, souvent beaucoup plus avec les tribus indiennes. En gros, la plupart des aventuriers avaient pris femme dans les tribus indiennes et ça facilite les relations. Et puis Clark et Lewis découvrent autre chose. Clark et Lewis découvrent un esprit collectif qui fait que même s'ils sont farouchement concurrents pour la vente des fourrures, pour la vente de tout ce qu'ils arrivent à troquer avec les Indiens, il y a un esprit de collaboration et de coopération qui fait qu'en gros, s'ils sont en difficulté, jamais ils ne sont seuls.
et qu'à travers ces milliers de kilomètres de plaine, les échanges d'informations, les tu fais quoi, mais tu ferais ça, ça serait mieux, moi je fais ça, viens avec moi, à deux ça sera mieux, etc. Ça fonctionne extraordinairement. Et Clark et Lewis rapportent avec une certaine naïveté dans leur journal, ils ont un journal de 14 tomes, hein, parce qu'au jour le jour, ils devaient faire récit au président américain de tout ce qu'ils rencontraient, de tout ce qu'ils voyaient. Et ce qui sort du récit de Clark et Lewis, c'est l'admiration qu'ils ont pour ces aventuriers français, qui sont dans un immense territoire, c'est une épingle au milieu d'un paillet tout entier, mais leur intelligence de la coopération et leur intelligence du travail en commun fait qu'ils s'en sortent et qu'économiquement ils s'en sortent très bien et qu'ils survivent. Je suis persuadé que les années à venir sont des années où nous allons redécouvrir la force du collectif et la force de ce vieux mot qui a si souvent semblé usé, qui est le mot de coopération. C'est que notre monde a des limites, c'est que les stratégies non coopératives sont vouées à l'échec et que les stratégies gagnantes seront des stratégies où je sais ce que je gagne, je sais ce que d'autres gagnent à côté de moi et je sais ce que je fais gagner à l'ensemble auquel je participe. Ça, c'est la loi même de la coopération, dont je vous rappelle qu'elle dit 2 ou 3 choses. La coopération dit qu'il ne peut pas y avoir d'usus et d'abusus. Il n'y a pas de propriétaire qui peut détruire l'outil de travail. Et ça, c'est la grande différence entre le sociétaire et l'actionnaire, qui peut choisir de vendre à l'encan ou de dissoudre la société dont il est propriétaire, jusqu'à l'usus et l'abusus, ce qui n'est pas le cas du sociétaire. Et l'autre grande différence de la coopération, c'est qu'elle est ancrée sur un territoire et que le sociétaire, le coopérateur, travaille moins seulement pour lui-même et pour maximiser son rendement immédiat dans le court terme, que pour transmettre aux générations futures un outil de travail, un outil collectif, plus fort, plus riche et plus utile que celui qu'il a reçu. Ça fait partie des clés du monde qui vient. Le monde de la compétition à tous instants, tous contre tous jusqu'à la mort, c'est un monde qui est derrière nous. C'est le vieux monde qui est en train de s'effondrer. Et je n'ai pas de doute que le monde confronté à la finitude, le monde confronté à des ensembles géopolitiques qui sont en train de se reconstituer et qui sont en train de s'affirmer avec force. Nous sommes sur des chocs de puissance. Ça va être à l'intérieur de nos sociétés, ça va être entre nous un monde de coopération renforcée, un monde d'échange d'informations, un monde de prise en compte de nos intérêts communs et un monde de prise en compte que ce que nous avons en commun, ce à partir du quoi en commun nous travaillons, est en général infiniment plus important que ce qui nous sépare et que ce dont nous avons la maîtrise à titre individuel. C'est un point sur lequel je voulais insister un tout petit peu avant bientôt de finir cette intervention. Notre état d'apesanteur, ça a été le mythe du contrat privé, ça a été le mythe de l'action individuelle, de l'entreprise répond à tout, qui nous a rendus à peu près insensibles à l'étendue des infrastructures qui font qu'on peut entreprendre en confiance, que les contrats sont respectés et que globalement nous vivons dans un monde de paix civile, de satisfaction des relations humaines et de plaisir d'être ensemble. Tout ce qui construit ça, c'est une infrastructure invisible qui vient de culture, qui vient d'apprentissages sociaux, qui vient du système éducatif, qui vient des infrastructures publiques, qui vient des États, des régions, des collectivités territoriales, qui vient de tout ce que l'histoire et la société française ont forgé depuis des siècles. Tout ce que le marché passe sous silence, et tout ce que d'ailleurs certaines dérives du marché mettent en cause ou peuvent contribuer à détruire. Je n'ai aucun doute quant à cela, les années prochaines vont être des années de redécouverte de tout ce qui a été passé sous silence au cours des dernières décennies, cette infrastructure du vivre ensemble, du faire société en commun, qui est ni plus ni moins que le mode de coopération qui nous permet d'aller dans le monde serein et sûr de nos fondamentaux. Dernier point de cette intervention et dernier point de ce qui permet d'agir et non pas de subir. J'ai dit renversement du monde, j'ai dit éclatement de nos repères et de nos structures. Eh bien, je suis très frappé que les temps à venir
tels que je les observe de la part de chefs d'entreprise ou d'ailleurs de dirigeants politiques, ceux qui traversent les événements sans sciller et sans faiblir sont ceux qui sont animés de convictions si profondes et si fortes qu'ils traversent les éléments, je vais prendre des comparaisons bretonnes ou chevaleresques, ils traversent la crise, ils traversent les éléments et l'adversité, l'épée à la main et le flambeau haut levé au-dessus de leur tête. Ça, ce n'est pas le fruit de calculs à court terme. Ça n'est pas le fruit de réflexions, de doctrines économiques ou de calculs économiques. C'est le fruit de convictions, c'est le fruit de certitudes et c'est le fruit de personnalités certaines qu'elles vont imposer leur marque aux événements et à la conjoncture bien plus qu'elles ne vont être dépendantes des événements et de la conjoncture. Je dis cela parce qu'au cours de ces 20 ou 30 dernières années, l'environnement, le contexte politique et social, les modes stratégiques, les modèles dispensés par nos amis anglo-américains pour l'essentiel, ont formidablement détruit les structures et les repères qui nous permettaient de travailler les éléments et qui nous habitaient et qui nous donnaient une force intérieure capable de passer outre les difficultés, les sinistres ou les accidents extérieurs. Les phénomènes marquants de ces dernières années, c'est la dépossession, c'est le renoncement et c'est le sentiment de l'incapacité à agir. Je suis persuadé que pour les années à venir, donnez de la capacité à agir à ceux qui vous entourent, et notamment à vos collaborateurs. Transformez le plus grand nombre de ceux qui nous entourent en entrepreneurs de leur projet de vie et quelquefois en intrapreneurs au sein de leur entreprise. Je suis persuadé que faire partager à ceux qui nous entourent qu'avec des convictions, avec la certitude de ce qui l'on est et de là où l'on veut aller, les événements, les accidents et les vents contraires, ce ne sont que des péripéties et ça ne détourne pas du cap. Tout ça, ça renvoie aux valeurs collectives, tout ça, ça renvoie à la force de la conviction et la force de l'identité. J'espère vous en avoir persuadé. Les fausses promesses, les illusions ou les rêves de 20 ou 30 ans pendant lesquels l'économie avait pris le pas sur la société et pendant lesquels le marché devait avoir réponse à tout, c'est en train de se dissiper et j'en suis heureux. Je suis persuadé que nous revenons dans un temps où le faire société entre nous va compter, où le collectif va primer les jeux individuels à court terme et où les questions de ce qui fait société entre nous, notre singularité, notre identité, notre capacité à vivre un projet ensemble et à le porter ensemble, ça méritera d'oublier le mot crise et ça méritera de dire que ensemble, le renversement du monde, nous allons le gagner. Merci à vous. Je pense qu'après tous ces éclairages que nous a apportés Hervé Juvin, aussi toutes les pistes qu'il a ouvertes, il y a beaucoup de questions. Donc on a, si vous voulez bien, un petit temps d'échange et surtout n'hésitez pas à poser des questions. Bonsoir. Alors vous terminez sur une note très positive, donc sur le vivre ensemble, la coopération, donc des valeurs que l'on partage évidemment, mais c'est un peu en contradiction avec le monde que vous nous avez présenté au début, donc à savoir une véritable guerre économique. Est-ce que vous pensez que cet échange, ce dialogue d'égal à égal, entre guillemets, avec nos partenaires chinois par exemple, est possible, quoi? Est-ce qu'ils ne vont pas nous renvoyer la monnaie de notre pièce si on leur dit mettons tous les problèmes du monde, écologiques, économiques, sur la table et essayons de partager, de trouver une solution gagnant-gagnant? Est-ce qu'on a vraiment du poids pour être, pour négocier avec eux, quoi?
À votre question, je répondrai sans embâche. Très clairement, nos concurrents, et ce ne sont pas des économies qui montent, ce sont des puissances qui montent. Il faut toujours se rappeler le mot d'Hubert Védrine. Je crois qu'il va au fond des choses. Notre grand tort, c'est d'avoir parlé de marchés émergents. Ce n'est pas des marchés qui émergent, ce sont des puissances qui émergent. Pourquoi Hubert Védrine dit-il cela? Et ça sera ma réponse à votre question. Parce que, naturellement qu'il y a des entreprises, naturellement qu'il y a des individus, mais ce qui me frappe quand j'ai l'occasion de travailler ou de traiter avec ces Chinois, avec ces Vietnamiens, avec tout ce que vous voulez, c'est la force du collectif. Il n'y a pas une minute où ça n'est pas la Chine que l'on a en face de soi. Il n'y a pas une minute où il y a dissociation de l'individuel, de l'entreprise et du collectif qui est derrière. Et c'était un peu mon appel, nous devons réapprendre à travailler ensemble. Nous devons réapprendre que ça a du sens d'y aller si on est ensemble, que ça va faciliter les choses, que ça va accélérer la courbe d'expérience, et que c'est en mutualisant les expériences, et je prononce évidemment un grand mot qui est celui de mutualité, c'est en mutualisant les expériences, c'est en mutualisant un certain nombre d'investissements, c'est en mutualisant des marques, c'est en mutualisant des éléments de singularité que l'on va pouvoir y aller. L'exemple que j'ai pris de ces coureurs d'aventure du Far West américain, il est très significatif. Chacun d'entre eux courait à travers sa bonne fortune ou sa fortune tout court. Mais chacun d'entre eux savait bien qu'il ne vivait que parce que les autres lui donneraient les bons signaux, les bonnes informations au bon moment. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre parce que je pense que nous avons été très loin, au terme de 20 ou 30 ans d'illusion. Nous avons été très loin dans l'individualisme et nous avons été très loin dans le seul contre tous. Et très clairement, si j'ai parlé de singularité, si j'ai parlé d'identité, il va falloir réapprendre que nos concurrents autour de nous n'ont aucun problème à être dans le collectif et que, comme je le disais, quand il s'agit de l'intérêt supérieur chinois, de l'intérêt supérieur américain ou d'ailleurs de l'intérêt supérieur brésilien ou indien, il n'y a aucune question qui se pose, il n'y a pas de règle qui vaille, c'est l'intérêt supérieur collectif qui prévaut. Je pense qu'en France et en Bretagne, on a un peu à réapprendre cela et on a à réapprendre la dimension de cet intérêt collectif. Si j'ajoutais juste un mot, c'est un des éléments, et je le dis évidemment parce que je suis ici, mais je le dis parce que je pense, c'est un des éléments qui peuvent rendre confiant dans ces territoires français ou dans ces régions françaises où il y a une identité réelle, une singularité réelle et où il y a la capacité, parce qu'il y a eu l'apprentissage dans des décennies de difficultés, d'y aller ensemble. Je n'ai pas cité par hasard produit en Bretagne, mais je pourrais citer d'autres expériences. Il est clair qu'il y a des territoires français, c'est très clair au Pays Basque, c'est très clair en Alsace, c'est très clair dans d'autres régions, comme c'est clair en Bretagne, où on sait y aller ensemble. Et à mon sens, s'il y a une ressource stratégique majeure, ce n'est pas dans des éléments de fonds propres ou de bassin d'épargne, c'est même pas dans les éléments trop souvent commentés, à mon avis à tort, sur l'innovation, etc., c'est dans la capacité à mettre en avant ce que j'ai nommé singularité et identité, qui sont les vraies ressources dans le reste du monde. Une deuxième question en attendant que les questions mûrissent dans la salle. On a bien compris la dimension à la fois politique, la dimension stratégique de la période et de la crise que nous vivons, et donc tous les enjeux géopolitiques, si je puis dire. Et donc on a envie de penser face à cela qu'une Europe forte, puissante, coordonnée puisse être une réponse. Et on entend bien aussi, donc, de notre côté, qu'une façon de sortir brillamment de la crise, c'est d'afficher beaucoup plus nos singularités, nos identités. Et donc là, on pense beaucoup plus à des régions. Est-ce que demain, vous voyez donc une évolution avec une Europe plus forte et des régions plus fortes? Est-ce que les deux sont compatibles? Et est-ce que les conditions vous semblent réunies pour que, à l'issue de cette crise, on avance vers une Europe plus forte et des régions plus fortes? Est-ce que vous voulez vraiment que je commente les propos récents d'Eva Joly, qui, si j'ai bien compris, font parler ici en Bretagne?
Je vous répondrai d'abord en disant que je vis quand même une expérience singulière en Bretagne. C'est la première fois, j'ai eu souvent le plaisir d'intervenir dans l'ouest de la France, disons au sens large, depuis beaucoup d'années. C'est les premières fois depuis 2 ans que très régulièrement on me présente en breton. Et ce sont les premières fois où je sens vibrer quelque chose de neuf, qui s'exprime quelquefois en droit à l'expérimentation, en droit à l'autonomie, etc., etc. Donc il y a bien quelque chose qui se passe. Je vais prendre un peu de recul pour répondre à votre question. Il faut bien voir ce qui s'est passé dans l'histoire européenne parce que c'est un des éléments d'explication de la crise. Un des éléments de l'explication de la crise, c'est que nous sommes en train de changer là encore, de régime de vérité en Europe. L'Union européenne, c'est quoi? C'est à tout prix éviter la guerre. Et l'Union européenne, c'est quoi? L'Allemagne serait toujours obligée de dire oui quand des Français auront dit quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à la Seconde Guerre mondiale, etc. Nous sommes en train d'en sortir. Le grand virage européen, c'est qu'il y a plus de jeunes Françaises et de jeunes Français de 25 ou 30 ans qui imaginent que la guerre puisse être de retour en Europe. Donc c'est une question réglée. C'est une chose très importante que je dis là. Ça veut dire que prévenir la guerre, avoir peur de la guerre, ça ne peut plus être le moteur de l'Union européenne. Ça a marché encore dans les années 90, c'est fini. Et l'autre élément que je suis en train de dire, je l'éprouve avec force, pour être dans une entreprise dont un des très gros partenaires est allemand, c'en est fini de l'attitude d'excuses, de demander pardon des Allemands. Les Allemands qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qu'ils seront encore plus dans la décennie qui vienne, n'ont rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale, et vous ne pouvez en rien, sauf à être malhonnête, totalement malhonnête, vous ne pourrez en rien leur demander quoi que ce soit lié à la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire, et je vais faire sourire certaines et certains, l'affirmation de puissance agroalimentaire de l'Allemagne. Ça va être une affirmation de puissance démographique. Vous savez que l'Allemagne est en train d'adopter des lois favorables à la natalité comme on n'en a jamais eu en France. C'était un interdit jusqu'il n'y a pas longtemps à cause des lois sur la natalité hitlérienne. Tous ces tabous-là sont en train de se lever. Ça veut dire que l'Europe, telle qu'elle va se construire dans les 10 prochaines années, va être très profondément différente de celle que l'on connaît. Et je pense que la grande question, c'est l'adaptation du jeu institutionnel à cette nouvelle Europe, qui ne peut plus reposer sur les mêmes bases. Alors, si j'en reviens à votre question, la facilité, c'est de considérer que l'Europe vers laquelle on va, ça va être une Union européenne par la dissolution des nations. Et c'est un peu le propos d'Eva Joly. La France est un monstre, un dinosaure, puisque la France reste un État-nation centralisé, là où la majorité des États européens, eux, laissent une autonomie considérable à leur région. Vous savez quand même que la revendication de l'Écosse, comme du Pays basque, comme de la Catalogne, c'est un pouvoir d'expérimentation en matière de loi. C'est le fait que les impôts, les prestations sociales restent dans le territoire où ils sont perçus, ce qui pose quelques questions. Et c'est même, c'est le comble, la capacité d'avoir une représentation diplomatique à l'extérieur. L'Écosse, la Catalogne, le Pays basque veulent avoir des missions diplomatiques avec la Chine, avec les États-Unis, etc. Un peu comme si la Bretagne voulait avoir des ambassadeurs en Chine ou aux États-Unis. Et je vais vous le dire tout net, je suis très prudent par rapport à cette idée. Je suis prudent pourquoi? Déjà en France, on ne souffre pas d'une absence ou d'un trop petit nombre d'élus, de fonctionnaires et d'administration. Si on en rajoute encore plus au niveau des régions, des collectivités territoriales, on voit très bien où on arrive. Et je le dis très sérieusement, mais il y a là une source de gâchis de ressources qui peut être absolument considérable. L'autre chose, c'est que, et là je vais vous donner ce qui pour moi est une des clés de la politique à venir. Je crois que l'ensemble des pays dans le monde, l'ensemble des peuples dans le monde est en demande d'autonomie. Ce qui est pour moi derrière les printemps arabes, c'est qu'ils ne veulent plus que leurs lois soient faites de l'extérieur. Ils veulent se faire leurs propres lois et décider eux-mêmes de leur destin. Ça ne va pas nécessairement les conduire là où les béni-oui-oui de la presse française pensent qu'ils vont, mais c'est un autre sujet. Je pense qu'on n'a rien vu de ce qui va venir des révolutions arabes. Simplement, ce sont des peuples qui veulent leur autonomie. Et ils ne veulent plus être gouvernés par les intérêts de Washington ou d'ailleurs, ou par des dictatures qui passent des traités qui les obligent à les respecter. La demande d'autonomie des peuples,
elle suppose des moyens d'agir et elle suppose une force collective. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que je suis plus autonome en étant une région au sein d'une Europe de 300-400 millions de personnes, ou est-ce que j'ai davantage de capacité d'agir en tant que nation dotée d'un État qui compte et qui pèse dans le monde? Je ne dis pas du tout que j'ai la réponse, mais je dis qu'il faut faire attention au piège qui consiste à vouloir des régions, c'est très bien l'autonomie régionale, mais des régions qui soient si petites ou si peu dotées de moyens qu'elles n'aient aucune capacité d'action à l'extérieur. Je vais vous le dire tout net, je suis certain que nos amis américains rêveraient d'une Europe de 56 régions. Ça serait beaucoup plus facile que d'avoir face à eux un certain nombre de grands États avec lesquels négocier peut être un peu compliqué. Je l'ai d'ailleurs entendu dire par nos amis américains très clairement auprès de la Chine, nous aimons tellement la Chine qu'on aimerait bien qu'il y en ait 5 ou 6. Parce que le rêve des Américains, c'est une sécession. Mais c'est vrai, le rêve des Américains, on le sait bien, c'est une sécession et c'est un partage de la Chine en plusieurs puissances. Ça serait tellement plus facile s'il y en avait 5 ou 6. Et la guérilla maoïste, qui est en train de diviser l'Inde en deux, c'est des choses qu'on ne sait pas en France, mais la guérilla naxalite divise pratiquement l'Inde en deux. Vous avez un couloir qui va de Bombay à Calcutta, où il faut faire attention, les trains sont arrêtés, ils prennent le contrôle de mairie, il y a des zones du territoire qui sont entièrement sous contrôle maoïste. Ce n'est pas seulement nourri par l'Inde et par les tribus indiennes en rébellion contre le pouvoir central, les mines et ceux qui les chassent de leurs terres. S'il y a des armes, s'il y a un pouvoir, c'est qu'il vient de l'extérieur. Il y a des tas de gens qui seraient ravis que l'Inde éclate en 2 ou 3 parties. Il ne faut pas être naïf à cet égard. Et donc ma réponse serait plus d'autonomie, plus de droits expérimentés, etc. Oui. Juste, où est-ce qu'il faut passer les curseurs? Où est-ce qu'il faut sacrifier de la puissance au profit de l'autonomie régionale? Là, il va falloir être extrêmement prudent parce que si je voulais affaiblir l'Europe, je suis certain qu'une Europe de 60 ou de 80 régions, ça c'est une manière irrémédiable d'affaiblir pour une génération au moins l'Europe et de faire que l'Europe ne compte plus sur la scène géopolitique mondiale. Désolé de répondre très franchement. Vous parliez en 2020 de 3 puissances, États-Unis, Chine et Inde. Est-ce que vous mettez la Chine et l'Inde sur le même plan, sachant que les régimes politiques sont différents, et la démographie également, parce qu'on dit souvent que la Chine sera vieille avant d'être riche? À question précise, réponse précise. 1, je suis très méfiant sur les statistiques démographiques chinoises pour une raison simple qui va vous faire sourire. Je travaille beaucoup avec le gouvernement chinois depuis 4 ans, pour être précis, notamment avec l'Institut de diplomatie de Pékin, qui forme les futurs diplomates. Et à ce titre, j'accueille dans mon entreprise 2 ou 3 jeunes stagiaires, c'est presque toujours des filles, de 24-25 ans, chinoises, qui passent 6 mois dans mon entreprise. En les côtoyant, j'ai appris une chose. J'ai appris que les Chinois ne sont pas idiots. Dans votre village, vous avez droit à un enfant. Donc vous avez un enfant. Mais si vous allez à Shanghai et que vous avez un autre enfant et que vous ne le déclarez pas, il n'y a aucun problème. Et donc il faut faire attention, les chiffres officiels de la démographie chinoise, c'est les enfants déclarés. J'ai vu de mes yeux vus, notamment la stagiaire que j'avais cet été m'a dit « Moi je suis la 2e fille non déclarée ». 2e fille non déclarée, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, je n'ai pas eu d'existence légale pendant longtemps, et puis après mes parents, en payant ce qu'il faut, parce que c'est drôle d'ailleurs, ils sont dans l'élevage de volailles. Ils sont dans l'élevage de volailles, c'était vraiment des pauvres paysans qui se sont très bien débrouillés. Maintenant, ils ont l'argent, ils ont même acheté une BMW. Pour vous dire, ce qui là-bas est un signe de réussite. Bon. Et donc, ils ont payé les fonctionnaires locaux, et au bout d'un certain nombre d'années, la fille avait 12-14 ans, et elle a été légalisée, et du coup, elle a pu rentrer dans les circuits, et d'ailleurs très bien réussir, puisqu'elle est montée dans l'école des cadres du parti, etc. Bref, les Chinois ont beaucoup d'enfants non déclarés, qui sont déclarés le moment où ils ont assez d'argent pour payer l'administration pour les déclarer. Je fais ça simple, mais c'est comme ça. Et donc, je suis très défiant sur la démographie. Les Chinois seront vus avant d'être riches. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et sur 1,4 milliard de Chinois, l'incertitude démographique est assez élevée pour me rendre extrêmement défiant là-dessus. La deuxième chose sur les 3 puissances, vous avez certainement raison en un point. Prolonger les statistiques comme on le fait n'a aucun sens. Qui peut penser que la formidable course en avant de la Chine, avec des régions comme Chongqing, qui est une ville de 32 millions d'habitants,
Sur les 5 dernières années, on pense que Chongqing a une moyenne de croissance annuelle de 15%. Qui peut penser que ça dure? Il y aura des accidents majeurs avant. Je disais simplement que dans les scénarios actuels, oui, les 3 pays les plus puissants, les plus peuplés au monde seront aussi les 3 pays les plus puissants. J'aurais une troisième réflexion, celle-là aussi très politiquement incorrecte. Vous avez fait allusion au fait qu'il y avait des régimes politiques différents en Inde et en Chine. Oui, certes, la Chine est un pays où il y a un parti unique. La Chine est un pays généralement qualifié de dictature de ce parti unique, alors que l'Inde est qualifiée de plus grande démocratie du monde. La réalité de l'Inde, c'est qu'elle ne tient en paix et sans guerre civile que par le système de caste. Le système de caste est le système qui assure à chaque hindou, aussi modeste et limité soit-il, un mode de vie assuré pour lui et ses enfants dans les générations des générations. Vous faites sauter le système de caste et vous avez une guerre civile en Inde d'une violence inouïe. Le système de caste est ce qui assure la paix civile. Et le système de caste exerce une emprise sur la société indienne absolument incroyable. Il y a 2 ans, j'ai beaucoup travaillé à la Bourse de Bombay. J'étais avec de parfaits beaux jeunes gens et beaux jeunes filles qui avaient fait les meilleures écoles, des MBA, des écoles de commerce en France, des universités américaines. Ils revenaient chez eux, ça devenait des gens qui travaillaient dans la banque ou dans la bourse à très bon niveau. Mais quand ils s'agissaient de se marier, c'est leurs parents qui choisissaient l'élu, ou l'élu. Et s'ils étaient brahmanes végétariens ou brahmanes non végétariens, ils n'auraient évidemment épousé qu'une brahmane végétarienne ou une brahmane non végétarienne, présentée dûment par leurs parents après accord entre les familles. Donc on peut raconter beaucoup de choses sur l'Inde. Il y a évidemment une démocratie qui est vive. Il y a un taux énorme de participation aux élections. Il y a énormément de débats politiques et il y a des vrais partis politiques. Mais c'est en même temps un peu une façade en trompe-l'œil parce que la réalité de l'Inde, c'est le système des castes qui le maintient. On peut le déplorer ou pas, mais c'est comme ça. Et je crois qu'il faut faire attention au jugement péremptoire sur ces 2 pays. Et je le dis tel que je le pense. Quand j'entends des Français du haut d'un pays de 60 millions d'habitants dire comment on devrait gouverner des pays d'1,5 milliard, j'ai toujours envie de dire ils ont qu'à s'y coller et verront si c'est facile. Non, simplement, maintenir la paix civile dans ces ensembles, c'est une performance qu'on ne mesure pas. Faire que depuis des décennies, il n'y a pas de guerre civile en Chine, il n'y a pas de guerre civile en Inde, j'accepte un peu ce qui est en train de se passer en pays ouïghour et naturellement au Tibet, mais c'est une autre histoire. Faire que dans ces pays, il n'y ait pas de guerre civile et pas d'affrontement généralisé, enfin, c'est une performance inouïe en termes de gouvernance. Quand vous voyez l'état de la France et l'état de satisfaction à l'égard de nos élus, vous vous dites que certains d'entre eux feraient bien d'être modestes dans les appréciations qu'ils portent et sur la Chine et sur l'Inde. J'ai juste une question. Vous avez beaucoup insisté sur la force du collectif. Mais pour qu'il y ait du collectif, il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance au collectif. Il faut qu'il y ait un projet partagé, un projet fédérateur. Alors, quel peut être le projet fédérateur pour l'Europe qui lui permette de continuer à se construire et de devenir la 4e puissance suffisamment peuplée? Il y a quand même 380 millions d'habitants. Donc, une vraie puissance. Je vais vous répondre très directement et de manière probablement incorrecte. N'oublions pas, même si ça n'apparaît nulle part dans les statistiques mondiales, parce que l'Europe n'est jamais considérée comme un ensemble uni, n'oublions pas que l'Europe, c'est le premier marché mondial et c'est virtuellement la première puissance mondiale. C'est la première puissance sur le plan économique, on est devant les États-Unis, c'est le premier marché mondial. N'oublions pas que dans le monde, des dizaines de millions d'hommes et de femmes rêveraient d'être européens et que notre soft power, c'est aussi bien Brigitte Bardot qu'Alain Delon, qu'Hermès, etc., etc. Mais notre soft power est tout à fait comparable à celui des États-Unis. Il y a un seul point sur lequel nous sommes infiniment faibles, et ça se découvre un peu plus tous les jours, notamment avec l'aventure libyenne, c'est sur le plan militaire. Et il y a là un vrai sujet, l'Europe de la défense n'existe pas, il faudra bien un jour se poser la question. Ce que j'allais dire est politiquement incorrect, la question que vous posez, c'est la question des frontières et c'est la question des limites. Je pense qu'au cœur du projet européen, si l'on rêve d'une Europe puissance, et je vais reprendre les mots de Rémi Brague, le grand philosophe de l'histoire romaine et de l'histoire longue depuis l'Antiquité de l'Europe. Rémi Brague a cette formule qui, je crois, est vraie, même si elle est profondément politiquement incorrecte de nos jours.
l'Europe se construira bien plus en se séparant de tout ce qui n'est pas elle qu'en essayant d'unir ceux qui y sont déjà. La question de l'Europe, c'est que tôt ou tard, nous allons devoir dire où est notre frontière, et tôt ou tard, nous allons devoir dire qui est européen et qui ne l'est pas. Alors je vais le dire très franchement, comme je le pense. Il faut oublier que la Turquie veut rentrer en Europe. La Turquie, oui, à un moment, a rêvé que son avenir était européen. Je travaille assez avec ce pays qui est en train de faire une course en avant absolument extraordinaire. La Turquie, c'est l'icône de tous les pays arabes en révolution et en transition aujourd'hui. La Turquie est en train de recomposer quelque chose comme un empire, qui fait d'ailleurs terriblement peur à la Chine, parce que la Turquie, c'est tout le bassin ethnique et linguistique turcoman, qui, à travers le Turkménistan, les républiques soviétiques d'Asie centrale, va jusqu'aux frontières chinoises et jusqu'aux pays ouïghours. Et il suffit d'y réfléchir une minute, vous voyez que c'est une des régions du monde le plus riche en ressources naturelles. Et c'est l'interland du continent euro-asiatique, dont beaucoup de géopoliticiens ont dit que c'était là la zone de puissance. Et la Turquie se vit d'ores et déjà comme un ensemble de puissance de 300 millions d'habitants, dont tout le monde islamique rêve, parce que c'est la conciliation d'une république, d'une vraie démocratie, d'un État laïque et d'un islam dominant. Et tout le monde arabo-musulman est en train de rêver du modèle turc. La Turquie, maintenant, tourne le dos à l'Europe. La Turquie ne rêve plus de rentrer en Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons devoir très vite nous rendre compte de 2 ou 3 choses. Quel insupportable préjugé de supériorité, et je le dis comme je le pense, de supériorité ethnique, de penser qu'il y aurait d'avenir pour un Marocain, pour un Algérien, pour un Malgache ou pour un Turc que de devenir européen comme les autres. Ces pays ont leur avenir dans leur singularité, dans leur identité, dans leurs frontières. C'est se mentir et se mentir à nous-mêmes que de penser que l'avenir de tout Marocain, de tout Malgache, etc., c'est de pouvoir devenir européen. Et il faut voir l'espèce de préjugé de supériorité qui nous habite pour qu'on ait ce mensonge. L'Europe doit attirer tout le monde, l'Europe doit être ouverte à tout le monde, parce que dans le monde, partout, on rêve de devenir européen. Enfin, l'avenir des Indiens, il est en Inde, l'avenir des Chinois, il est en Chine. Et il faut abandonner ce préjugé de supériorité que nous avons. Puis la deuxième chose, Lévi-Strauss l'avait fort bien dit dans sa leçon à l'UNESCO en 1956, un être vivant ne peut survivre que quand il sait prendre de l'extérieur ce qui le nourrit et rejeter à l'extérieur ce qui le menace ou ce qui pourrait le dégrader. Un être vivant se caractérise par sa peau, il se caractérise, s'il est une communauté politique, par sa frontière. Parce que le monde politique humain, c'est la diversité. Et la diversité politique, c'est qu'il y a des ensembles politiques constitués, distincts par une identité dans le temps et par une frontière dans l'espace. Eh bien, je vais vous répondre, il n'y aura pas de projet politique européen consistant tant qu'on n'aura pas su dire qui est européen et qui ne l'est pas, définir une frontière territoriale à l'Europe et définir une identité dont, pour ma part, je souhaite qu'elle se construise moins par le regard en arrière que par un regard en avant. C'est quoi qui va faire de nous les mêmes en Europe? C'est quoi qui va nous permettre d'avoir ce projet partagé que vous appelez de vos voeux? Et c'est quoi qui fera plus peut-être qu'une identité tournée vers le passé, une identification tournée vers l'avenir? Mais il ne faut pas s'y tromper, ça passera par la frontière, ça sera sélectif, et ça veut tout simplement dire que ça va consister à séparer ceux qui en sont de ceux qui n'en sont pas. Je sais que c'est politiquement incorrect de le dire, mais l'Europe, ça ne sera pas le monde. L'Europe, quand elle se rêve universelle, l'Europe, quand elle dit mais n'importe qui dans le monde, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté peuvent devenir européens, elle se raconte un mensonge à elle-même, elle se raconte un mensonge au reste du monde, vaguement habité d'un préjugé de supériorité, mais ce qui est plus grave, c'est qu'elle rend impossible un projet politique européen. La désorganisation mondiale des marchés que vous venez d'exposer, mais elle est en train de s'infiltrer insidieusement en Europe, en France, mais aussi en Bretagne. Nos valeurs s'en vont. Hein. Quand j'entends, moi, un grand chef d'entreprise breton de la viande dire « Je suis contre la contractualisation des marchés. Je veux revenir à l'économie de marché.
à l'offre et la demande pour organiser le marché. Je suis stupéfait. Alors les remèdes que vous avez préconisés, moi je pense qu'il faut commencer à nous les appliquer nous-mêmes dans nos entreprises. Je partage évidemment ce que vous dites. L'entreprise est l'un des premiers lieux où la construction du collectif, la construction de ces repères et de ces structures qui nous font tellement défaut peut se faire. Je suis, pour être très précis, l'illusion selon laquelle à l'intérieur de l'entreprise, il n'y a que des contrats, que les gens ne sont pas liés, qu'il n'y a pas de relation entre eux qui soit autre chose qu'une relation donnant-donnant. En gros, je donne quoi en termes de travail et je récupère quoi en termes de salaire. C'est manifestement nier ce qui fait la singularité, la force de l'entreprise, qui est le fait qu'il n'y a pas deux entreprises pareilles et qu'il y a un collectif qui vit. Michel Godet a une admirable formule pour dire ça. Michel Godet dit, dans l'entreprise, ce qui compte le plus, c'est ce qui ne se dit pas, ce qui ne se vend pas et ce qui ne se paye pas. Je sais que dans ma propre entreprise, c'est simple. Le lieu stratégique de l'entreprise, c'est ni la salle de réponse au téléphone, ni la cellule stratégique, ni la direction financière. J'espère que je ne vais fâcher personne. Le lieu stratégique de l'entreprise, c'est la cafétéria. Parce que c'est là où les gens échangent de l'information et c'est là où les gens échangent du bien-vivre. Et c'est le lieu stratégique de l'entreprise. Il y a des modes stratégiques successives, tout le lean management, etc., qui, à mon avis, sont les pires menaces contre l'entreprise parce que finissent par la tuer de l'intérieur. Vous arrivez à un moment où vous avez tellement dégraissé, vous avez tellement supprimé tout ce qui coûte qu'il ne reste plus rien. Et vous avez un moment où il n'y a plus d'être dans l'entreprise. Je crois que nous sommes en train d'en prendre conscience collectivement. Je crois que nous sommes en train de prendre conscience de toutes ces dimensions implicites, de tous ces codes génétiques qui font que deux entreprises ne sont pas pareilles et que même si vous essayez de les emmener au même endroit, elles n'y iront pas. Je crois qu'on est en train de prendre conscience de la singularité, de l'implicite, de tous ces codes qui ne sont dans aucune méthode comptable, dans aucune approche stratégique et qui pourtant font la vraie vie des vrais gens tels qu'ils sont ici et maintenant. On n'en a pas fini avec la terre qui est sous nos pieds, on n'en a pas fini avec les symboles qui nous habitent et on n'en a pas fini avec les valeurs que nous partageons et qui nous permettent de vivre ensemble dans une bonne compréhension et dans un bon état de confiance mutuelle. C'est à cette redécouverte-là que je vous invite, et je pense en effet, comme vous, monsieur, qu'un des lieux privilégiés de ça, mais il y a urgence, c'est l'entreprise. Oui, merci beaucoup pour cette conférence exceptionnelle. Je dois dire que c'est très troublant à écouter parce que nous étions, toutes ces dernières années, tous dans la mondialisation à outrance. Il n'y avait pas de salut en dehors de cette dernière. Et puis aujourd'hui, je vois qu'il nous faut tout réviser. On se met à penser finalement frontières, fatalement, à penser protection des frontières. Et là, le langage incorrect, je disais incorrect autrefois, revient à la surface. Et tout le problème, en effet, va être de déterminer les limites de notre territoire européen. Pourquoi tel pays est-il à la frontière? Pourquoi est-il dans l'Europe? Doit-il y rester? Et là se pose le problème en particulier de la Grèce, dont on a mis la frontière à l'est parce que c'était intéressant de la mettre à cet endroit-là. On a économisé, bien sûr, toute une série d'études approfondies qui auraient pu nous faire penser qu'il y avait pas mal de vers dans le fruit. Et donc, c'est une véritable guerre économique qui commence, je comprends bien. Tout le problème va être de mettre les limites de ce fameux territoire et de le faire admettre par tous. Merci de cette question. Le point est absolument essentiel. Il me conduit à revenir sur ce que je crois être le point aveugle de notre condition politique et le point aveugle de beaucoup des discours politiques qu'on a tellement entendus au cours de ces 20 ou 30 dernières années. Parce que c'est facile d'opposer la droite et la gauche. C'est facile d'opposer les ultralibéraux et on va dire ceux qui font place au collectif traditionnellement, on va dire les traditions socialistes. Mais il y a une chose qui forme un terrain idéologique commun à la plupart depuis 20 ou 30 dernières années et qui est en train de se fissurer. C'est la croyance que nous vivons dans un monde de bons.
que le monde est bon. Ce qui est en train d'être démenti semaine après semaine et mois après mois très durement. Mais on a vécu dans cette idée la fin de l'histoire, le monde va vers la paix générale, vers la démocratie planétaire, etc. Et on a vécu dans un second mensonge qui, je crois, est lui aussi en train de se révéler avec dureté et qui va énormément peser sur les échéances électorales à venir. Nous n'en avons pas fini avec la terre qui est sous nos pieds. Nous sommes tous des hommes et des femmes d'histoire, de culture, indéfiniment plus déterminés par cette histoire et par cette culture que nous le voulons. Et c'est peut-être d'ailleurs quand nous les nions, quand nous voulons les oublier, que nous sommes plus déterminés par elles. Ça a été quoi le grand mensonge idéologique européen et particulièrement français, je dois le dire, et je le répète, droite et gauche confondues. Il a été admirablement résumé par cette interpellation que j'ai eue à la fin d'une conférence récente. J'étais devant un parterre de cadres d'entreprise à Paris et j'intervenais de manière plus polémique qu'ici sur ces sujets de la frontière des limites. Et une jeune femme DRH d'une grande boîte du CAC 40 m'a dit tout ce que vous dites me trouble, je voudrais vous raconter l'expérience récente. Je suis dans une région proche de Paris où on a choisi de scolariser ma fille, ça ne va pas sans difficulté, mais par conviction, de la scolariser dans l'école publique. Elle a 12-13 ans et elle est dans une école où maintenant nombre de ses copines de classe arrivent voilées. Elles sont musulmanes, elles portent le voile. Et donc elle est venue un soir un peu toute troublée en disant, parler avec elle, elle me dit « Mais toi, t'es quoi ? Toi, tu portes pas le voile, tu n'as aucun signe. Toi, tu es quoi ?» Et donc cette jeune femme de me dire, on s'est parlé avec son père, elle me dit « Ma chérie, on va te répondre, qu'est-ce qu'on va lui dire ?» Et on l'a prise et on lui a dit « Écoute, on va te dire, c'est simple, nous, on n'est rien. » Ce rien, ça a été le fruit de toute une élaboration politique et idéologique qui dit que l'espace public doit être vide et qui dit que nous, Européens, serions infiniment capables de toutes les différences individuelles, mais que le collectif devait être un collectif marqué par rien. Aucune marque de distinction, aucune marque d'appartenance, aucun signe religieux, aucun signe politique, rien dans l'espace public. Nous serions habités par le rêve du rien. Je le dis très simplement comme je le vis dans le reste des pays du monde, ça ne marche pas longtemps, on ne peut pas être rien. Nous sommes des femmes et des hommes de quelque chose, nous sommes habités par des croyances, par des valeurs, par des traditions, par une histoire, et c'est quand on veut les oublier qu'elles se ramènent le plus violemment à nous. Et je vais vous le dire tout net, j'ai une inquiétude politique actuellement en Europe, c'est qu'avec d'autant plus de violence, on veut nier que nous avons des singularités et nous avons une identité dont nous pouvons être fiers. Nous sommes travaillés par une histoire, par des croyances, par des valeurs qui nous sont propres et qui ne font pas de nous des Chinois ou des Américains comme les autres. Eh bien, avec d'autant plus de violence, on a voulu dire non, on n'est rien. Avec d'autant plus de violence, tout ça va revenir. Et je pense que ça va être un des grands défis politiques des années à venir. Il faut que nous arrêtions de nous voiler la face et de nous raconter des histoires. Les hommes et les femmes ne vivent en confiance que quand ils sont parmi les mêmes, à l'intérieur d'une frontière, la frontière qui permet de repousser les insécurités, les peurs et les menaces à l'extérieur, et on ne vit pas bien quand on ne sait pas où on est, de qui l'on vient et où l'on va. Je crois malheureusement que c'est l'apesanteur de la situation politique européenne, et je suis certain que le grand chantier politique de tous les élus et tous les dirigeants européens dans les années à venir, ça va être d'y répondre très vite. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes de rien, et je dois avouer que la réponse de cette jeune femme DRH, par ailleurs intelligente et sensible, a absolument glacé tous les participants à la réunion. Peut-être une dernière question. Le temps serait-il venu d'aller boire? Et là encore, d'en revenir aux choses tangibles. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, pour ma part, je voudrais remercier sincèrement M. Juvin. Vous remercier pour la qualité de votre conférence, dans toute cette dimension, bien sûr, économique, mais aussi humaine,
sociétales. Et je crois que ça, c'est un parler vrai qu'on n'est pas forcément habitué à entendre tous les jours. Et je crois que ça va nourrir la réflexion de chacun dans son entreprise, dans son comportement. Et pour notre part, au Crédit Agricole, on a bien senti dans cette période de crise, ça nous met encore plus en responsabilité. Et je veux le dire clairement, nous sommes tous élus ici, et les élus du territoire, les équipes de direction, les salariés, tous convaincus de cette nécessité de faire encore plus, peut-être demain encore, pour affronter cette crise qui va aussi, comme vous le dites, laisser des opportunités. Et je crois que cette volonté aussi de nous inscrire dans la durée, nous l'affirmons, et je pense qu'avec tous ensemble, je crois que c'est le terme que vous avez dit, nous allons mettre en place nous donner les moyens, justement, pour accompagner nos entreprises avec nos coopérations bretonnes, on a déjà mis en place, et être aussi peut-être des artisans de coopération. On a ce moyen aussi, cette connaissance du monde économique pour justement, dans ce projet, je dirais presque de notre région, qui est notre identité, notre territoire, pour lequel on est attaché, nous avons l'envie aussi de porter ce projet. Écoutez, Monsieur Juvin, je crois qu'au travers de votre intervention, vous avez justement mis le point sur un peu cette dimension nouvelle. Nous sommes un peu à la croisée des chemins, on l'a bien senti. Et je vous remercie vraiment sincèrement d'avoir apporté cet éclairage qui va nous faire grandir tous ensemble pour notre territoire. Merci encore. Et donc, merci aussi à vous d'être venus. Je crois que ça montre tout l'attachement que vous avez aux conférences que nous mettons en place avec la direction. Je crois que c'est aussi notre utilité aussi d'apporter au travers la connaissance de ce territoire, la connaissance des entrepreneurs, des gens qui vivent dans ce département, apporter ce supplément, je dirais, ce supplément d'âme aussi qui contribue à faire grandir notre société. Alors j'espère vous revoir une prochaine fois. Alors, on a un intervalle de souvent un trimestre, donc ce n'est pas encore défini. Mais je compte bien sur vous et pour d'autres, faites le savoir. Ça, je crois que ça peut contribuer à faire aller ensemble de l'avant.